Le passage au cloud hybride, une nécessité pour bien prendre le virage digital, voilà le thème qui va nous animer aujourd'hui. Donc pour en parler, trois experts du sujet à mes côtés. Donc Nicolas Leroy-Floriot d'abord, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes président directeur général de Keops Technologies. Keops Technologies qui est un spécialiste des infrastructures informatiques et parmi les acteurs principaux du cloud computing en France. C'est ça. À vos côtés, donc Didier Crunck, que nous avons déjà entendu, donc vous êtes directeur général d'IDC France. On ne l'a pas présenté tout à l'heure, mais on a un petit peu compris. Donc c'est un institut d'analyse, de recherche, de conseil et d'événementiel sur les marchés des technologies de l'information, des télécommunications et des technologies grand public. Absolument, c'est le leader mondial et c'est la filiale française, mais il y a 53 filiales dans le monde. Le leader mondial. Et également Pierre Landry, rédacteur en chef d'IT for Business, un journal qu'on ne présente plus dans cette émission. Et alors vous êtes venu avec le dernier numéro d'IT for Business et le dernier numéro qui consacre un article entier au cloud hybride que voici. Je ne sais pas si vous pouvez, voilà, vous le voyez. Et donc, en fait, il est expliqué à l'intérieur que la cloudification ou le passage de son système d'information dans le cloud est une opération complexe. Et alors moi, ma première question, c'est pourquoi est-ce qu'on décide, quand on est une entreprise, de passer ses informations ou son système d'information dans le cloud? Bonjour Nicolas, la question est simple et complexe. C'est pourquoi est-ce qu'on va dans le cloud? C'est a priori pour que ce soit moins cher, pour que ça puisse, on parle de scalabilité, pour que on puisse très vite avoir de nouvelles de ressources dans tous les sens, qu'on puisse les couper aussi, qui fait réduire les coûts et avoir un système de paiement mensuel, annuel, mais par abonnement. Donc c'était la première raison, ça le reste encore un petit peu. Maintenant, il y a d'autres raisons, comme la sécurité. C'est-à-dire que quand on fait un cloud privé, on a besoin de le sécuriser. On peut faire appel à un cloud public qui a beaucoup plus d'experts de sécurité. Et donc, c'est pour ça que des fois, on met une partie de son système d'information dans le cloud public. Et alors justement, ça m'amène à ma deuxième question qui est pour vous, Nicolas. Donc on a montré donc, que finalement l'intérêt d'aller dans le cloud, c'était de réduire les coûts initialement. On verra qu'il y a peut-être d'autres... Aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. Oui. Aujourd'hui, historiquement, c'était ça, effectivement. C'était une question de réduction de coûts et de passage à un nouveau modèle économique, effectivement, où on passait ce qu'on dit, les financiers appellent du CAPEX à l'OPEX. Aujourd'hui, on passait à un système d'abonnement. Voilà, on passait à un système d'abonnement. Il n'y a plus d'investissement à faire au départ. Et donc, ça a beaucoup séduit au début, juste après la grande crise que tout le monde a connue en 2009. Ça a été une des raisons fondamentales qui a poussé les gens à s'intéresser à ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire du digital, on ne peut pas faire de transformation numérique si on n'a pas du cloud, parce que le cloud, ça sous-tend tous ces usages, ces nouveaux usages numériques qui nécessitent de la mobilité, donc de pouvoir accéder à ces informations depuis son portable, sa tablette, son PC ou le PC qu'on vous prête. Donc ça, s'il n'y a pas de cloud, on ne peut pas le faire. Et puis, donc il y a partage, et puis de partager des informations, faire collaborer, etc. Enfin bon, je veux dire, il n'y a pas de transformation numérique sans le cloud, je pense. Et alors justement, on a un expert du cloud qui est Nicolas Leroy-Floriot. Nicolas, est-ce qu'il existe différents types de cloud? Oui, évidemment. Déjà, il y en a au moins trois. Il y a le cloud privé, il y a le cloud public, il y a le cloud hybride. Et j'ai envie de dire, dans le cloud privé, il y a le cloud privé on-premise, celui qu'on va construire chez le client ou que le client va construire lui-même. Et il y a le cloud privé mutualisé, externalisé, ce que les Américains appellent très justement le shared cloud. Donc qui est un cloud externalisé chez un prestataire de services spécialisé sur le sujet, ce qui est notre cas d'ailleurs. Donc si je comprends bien, en fait, il y en a un qui va nous proposer le cloud public qui va être une solution en fait, qui va être proposée par un tiers, et le cloud privé qui va être également une solution proposée par un tiers, mais qui sera concentré que pour l'entreprise. Alors, le cloud privé, c'est pas tout à fait ça. Le cloud privé, en fait, c'est un cloud privé mutualisé. On va parler de celui-là, puisque le cloud privé on-premise chez le client, ça n'est ni plus ni moins que la mise en œuvre de technologies émanant à l'origine du cloud, qu'il soit public ou privé externe, avec la construction de portails, d'unités d'œuvre, et on va dire la possibilité de rendre le système d'information interne plus agile. J'écarte le cloud privé on-premise pour vous concentrer sur le cloud privé mutualisé externe, ce que, encore une fois, les Américains appellent très justement le shared cloud, le cloud privé partagé. En l'occurrence, il s'agit donc d'infrastructures as a service proposées par un prestataire, en France, français si possible, pour parler de local, avec tous les avantages de data center localisé en France, avec un très haut niveau de sécurité et avec une capacité que ce prestataire doit proposer, de scalabilité. Pierre l'a très bien résumé. En fait, j'ai envie de dire, le cloud privé mutualisé, c'est quoi? C'est du pay as you go.
du anyone from anywhere at any time, qui peut se connecter, hein, n'importe Donc qui on de revient en fait à l'entreprise. l'idée de mobilité. Absolument, n'importe qui de l'entreprise, depuis n'importe où, à n'importe quel moment, avec le niveau de sécurité d'accès. Et j'ai envie de dire, en fait, un contrat de droit français avec des unités d'œuvre, avec une clause de réversibilité et avec une capacité, encore une fois, à faire évoluer le système à la demande en fonction du cycle d'exploitation de l'entreprise. Quel est le gros avantage? C'est que d'abord, l'entreprise s'affranchit de ressources humaines qui sont d'abord rares et chères. Hein. Les salaires des informaticiens, on le sait, sont des salaires plutôt haut de gamme. Il y a une pénurie de ressources en informatique. En France, il manque, selon Syntec Numérique, notre syndicat, il manque à peu près 30 000 informaticiens en France. Donc évidemment, plus on mutualise avec un prestataire, moins ça coûte cher et plus on peut gagner en disponibilité, puisque des prestataires comme nous savons garantir contractuellement de la disponibilité 24/24, 7 sur 7, 365 jours par an, à des coûts évidemment qui n'ont rien à voir avec ce que pourrait avoir une entreprise en interne. Donc on veut faire sa transformation digitale, on sait qu'il faut passer par le cloud. Là, on a différentes offres de cloud qui nous sont proposées. Pourquoi est-ce qu'on voit émerger un cloud hybride, Didier? L'essentiel, c'est la sécurité de la donnée. C'est la donnée, puisque ce qu'on parle, la donnée, c'est ce qu'on dit, c'est le pétrole du 21e siècle. C'est autour de la donnée qu'on fabrique les nouveaux business de la transformation numérique. Cette donnée, où est-ce qu'on la localise? Puisqu'on est obligé de la partager, c'est l'idée du cloud. Elle est où cette donnée? Elle est chez moi dans le cloud privé, moi ça va, et puis je garantis son accès. On ne sait pas où elle est quand c'est dans le cloud public, et puis on sait un peu mieux, mais elle n'est pas chez moi, dans le cloud privé partagé. Grosso modo, je synthétise. Et en fait, c'est là que se situe la frontière. C'est pour ça que c'est pour des raisons de sécurité de la donnée et d'intégrité de la donnée et de propriété de la donnée qu'on détermine si on fait ou pas du cloud privé, du cloud hybride ou du cloud public. Ça veut dire par exemple qu'on peut imaginer par typologie ou par secteur d'activité en fait un cloud qui correspondrait plus à un autre? C'est pas forcément par secteur d'activité. Moi, pour rejoindre ce que disait Didier, et je pense que Pierre sera d'accord avec moi, la stratégie de Keops en tout cas, et je crois que c'est plutôt la bonne, l'avenir le dira, ou le présent le dira, et l'avenir proche, c'est la bonne application dans le bon cloud au bon prix. Pour des raisons de disponibilité, pour des raisons de coût, pour des raisons de répartition géographique de la donnée, de temps de latence que nécessitent certaines applications. L'hybridation du cloud vient apporter cette notion, ce slogan qui pourrait être un slogan marketing, hein, la bonne application dans le bon cloud au bon prix. Voilà. Nous, chez Keops, par exemple, nous avons procédé, notre offre s'appelle iCode, infrastructure Keops on Demand, c'est l'acronyme d'iCode. Nous avons procédé à l'hybridation avec notamment Microsoft Azure pour justement proposer à nos clients de mettre les applications les moins critiques chez Azure, parce que là, on va parler de stratégie volume-prix, avec des services managés proposés par Keops, avec un paramétrage du portail Azure, qui est une usine à gaz, disons-le au passage, fait par Keops, et tout ce qui est critique, tout ce qui va toucher la production extrêmement critique du client, chez nous, sous notre totale responsabilité. La bonne application dans le bon cloud au bon prix. Alors toute la difficulté pour le client, c'est de savoir qu'est-ce qui est vraiment critique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, il y a des débats. Les débats sont sans fin. Quand on fait souvent nous, des dîners ou des conférences avec des DSI. Et chacun, en fait, a son curseur sur la criticité. Qu'est-ce que c'est que la criticité? C'est pas le DSI qui peut décider. Et les métiers, ils disent moi, c'est critique ce que je fais. Tout le monde dit c'est ça qui est compliqué. C'est ce que vous constatez également. Je suis d'accord avec ce que disent Nicolas et Didier, avec la petit détail supplémentaire que le DSI ne choisit pas l'application. Il ne choisit pas, comme tu dis, que ce soit critique ou pas critique. C'est pas son métier. Et le métier, si ça se trouve, il va choisir l'application ailleurs. Il va la choisir dans le cloud public. Il va choisir telle application SaaS qui ne pourra pas être hébergée dans le cloud privé, shared ou managé, comme on dit aussi. Et du coup, le DSI doit faire avec. Et alors ça, c'est un vrai point, justement. On parle du DSI, on parle des métiers. Chacun va chercher en fait sa solution de cloud. Ce qui veut dire que le cloud hybride dont on parle aujourd'hui, il est choisi par le DSI ou il est subi par le DSI? Ces choses-là nous dépassent, feignons de les organiser. Voilà le vie du DSI aujourd'hui. En fait, c'est hybride. C'est hybride, voilà. Vous avez deux types de DSI. Celui qui a un coup d'avance, qui pense global et qui va tout faire pour éviter le shadow IT. Le shadow IT, c'est justement les métiers qui vont choisir une application SaaS dans leur coin sans rien dire à personne et surtout pas au DSI. Le bon DSI, lui, il sait l'éviter ça, il a un coup d'avance. D'abord, il n'est pas réfractaire à l'externalisation et déjà, il n'est pas du tout réfractaire à l'externalisation et il se dit, tout ce qu'il est intelligent que j'externalise, je l'externalise.
Parce qu'il y a des gains, il y a de la compétitivité, il y a de la sécurité. Le DSI qui a un coup de retard, lui, il veut tout garder chez lui, il veut tout garder sous son contrôle. Il externalise que vraiment ce qu'il est obligé d'externaliser et à côté de ça, il subit du shadow IT. Alors je crois qu'il ne faut pas confondre cloud et externalisation. C'est même tout le contraire. On voit des entreprises qui sont dans une stratégie de réinternalisation grâce au cloud. Parce qu'ils se disent, je vais pouvoir avoir des compétences que j'ai perdues sur les aspects digitales de mon métier, et j'ai plus personne pour le faire parce que ça fait des années que j'ai externalisé, et je vais mettre en place des infrastructures cloud et non pas refaire mes infrastructures que je n'ai plus puisque j'ai tout externalisé. Donc c'est ça qui est important de savoir. C'est pour ça que je pense que le cloud est plus sioux que ça et que tout le monde y va avec des projets. Quant à dire est-ce que c'est les métiers, je pense que le fait que les métiers aient des besoins et des besoins d'application, notamment SaaS, et des besoins à satisfaire le plus vite possible, font qu'ils se dirigent naturellement vers éventuellement des solutions extérieures. Et le boulot du DSI, c'est de se dire, moi, je suis capable de mettre au sein d'un même portail de services à la fois des applications que j'ai développées moi-même et j'intègre des applications de l'extérieur aussi. Le boulot du DSI, c'est de rendre cohérent tout l'ensemble. Et alors, Nicolas, il y a quelque chose qui m'a marqué. Vous avez dit, le DSI qui a un coup d'avance, c'est celui qui va vers le cloud public. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, le DSI qui a un coup d'avance, c'est celui qui sait raisonner global et qui n'a pas peur d'externaliser certaines fonctions. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Didier. Externaliser l'infrastructure, c'est une forme d'externalisation. Et tout ce qui est mutualisable, il y a forcément intérêt à l'externaliser parce qu'il y a des économies fantastiques pour les entreprises à faire. Donc, le IaaS, c'est une forme d'externalisation. Ce n'est pas la seule, mais l'infrastructure de service, c'est une forme d'externalisation. Et alors, tous ces clouds différents, on les fait communiquer ensemble. C'est ce qu'on appelle le cloud hybride. En fait, c'est non seulement on les a rassemblés, mais il n'y a pas que le DSI en fait, qu'on est conscient. C'est-à-dire qu'en fait, on les fait communiquer de quelle manière ? Il y a des outils, justement c'est l'objet de notre dossier dans IT for Business. On donne une liste d'outils pour gérer de la machine virtuelle qu'on déplace à un endroit à un autre du transfert de workload. Aux échanges entre applications et transfert de workload. Et alors, c'est pour ça justement, je voulais revenir sur la dimension coût. On s'aperçoit des fois que le mode abonnement revient plus cher sur une certaine période, donc il faut être capable de gérer ces ressources qu'on utilise chez un hébergeur de manière très, très fine, en coupant, en arrêtant des machines virtuelles, et ça ce sont des outils d'automatisation qui permettent de le faire. Il y a un véritable enjeu dans ce que dit Pierre, c'est qu'en fait on s'est rendu compte, nous, on se benchmark régulièrement face aux mastodontes dont je tairai les noms, mais qui sont tous malheureusement américains, à part un Français qui a l'air de pas mal se débrouiller à l'international, qui est en 3 lettres, et qui commence par un O et finit par un H. Mais en dehors de celui-là, tous les mastodontes sont américains. Et on se rend compte qu'en fait, quand on se benchmark, sur des applications temporaires, ils sont plus performants que nous en coût. Sur des applications permanentes, eh bien, on est plus performant qu'eux. Et avec évidemment une capacité à délivrer du service managé, à personnaliser le cloud que nos amis américains ne savent pas proposer. Donc en fait, le cloud, c'est pas un one-shot, c'est-à-dire je mets ça sur le cloud et ensuite j'y ai accès partout, c'est un accompagnement continu, c'est ce que vous me dites. Oui, clairement, on l'a même vu chez des grandes entreprises. Alors nos cibles, nous on a 169 clients en production, très précisément. La plupart sont des ETI, ce qui est notre cible de prédilection, mais on a quelques gros clients qui ont externalisé chez nous des applications critiques. Et on se rend compte que ces clients-là qui ont voulu aller pour du moins critique, externaliser d'autres applications internes, pas du SaaS, de l'infrastructure de service avec des applications maison d'ailleurs, on se rend compte que c'est compliqué pour eux et qu'ils ont besoin de se faire accompagner. C'est pour ça qu'on a monté une offre qui s'appelle Trajectoire vers le cloud, où nous allons accompagner le client à aller vers le cloud, parce que le cloud, ça ne s'improvise pas comme ça. Quand on a de la production en interne et qu'on veut la passer sur des infrastructures externes, chez quel que soit l'opérateur, c'est un vrai projet, ça nécessite de grosses compétences et c'est un vrai plan projet à développer. Quand est-ce qu'on arrête la prod, comment on migre 100 Tera de données, comment on les réinstalle à distance et sous combien de temps on redémarre. Est-ce qu'on fait une bascule one shot, est-ce qu'on fait une bascule à blanc, est-ce qu'on a prévu le retour arrière. Enfin, c'est un véritable projet le cloud. Et alors il y a une question qu'on peut se poser déjà dans le cloud de manière générale et encore plus dans le cloud hybride, c'est la question de la sécurité. C'est-à-dire que moi, naïvement, je sais que vous n'allez pas être d'accord avec ce que je veux dire, mais je me dis cloud public, faille de sécurité, cloud privé, totalement sécurisé. Où est-ce qu'on se situe dans le cloud hybride ? Vous mettez où votre argent ? Vous le mettez chez vous ou vous le mettez à la banque ? Du coup, à la banque. Pourquoi ? Parce que c'est plus sécurisé ? Oui. Ouais. Voilà. J'ai pas Et votre argent, il est moins important ou plus important que vos données ?
Ah bah ça c'est une vraie question effectivement qu'on Voilà. pourrait traiter dans Virage Digital. Ouais. Non, la réponse aussi, enfin l'autre réponse, c'est que évidemment un prestataire cloud qui est dans le métier, dans le core business et de gérer du cloud, va mettre beaucoup plus de moyens et d'argent sur la sécurisation de ses environnements C'est plus que ce que ne peut sécurisé. faire n'importe quel client. Même une banque, on sait très bien que, alors que l'IT est leur outil de production, ben on sait très bien qu'ils ne sont pas forcément les mêmes moyens qu'un opérateur de cloud dont c'est le métier d'abord, dont c'est le métier parce que la plupart des opérateurs de cloud, ce qui est notre cas, ont leurs experts sécurité en interne, eh bien vont investir massivement de l'argent parce que c'est le core business et parce que c'est j'ai envie de dire, c'est un peu aussi la signature et puis la qualité de service quoi, qui est associée à ça. Est-ce qu'il y a un risque de perte de contrôle de son cloud hybride pour le DSI? Alors on en revient effectivement à dire s'il fait bien ou mal son travail, mais le fait que les différentes branches de métier s'en soient emparées et que lui ne soit pas au courant des différentes typologies de cloud qui ont pu être utilisées, est-ce qu'il y a ce risque-là? Oui, enfin, je veux pas. Moi, je pense que oui, il y a un risque si le DSI prend pas le sujet à bras le corps et voire, on l'a déjà vu, on l'a vu chez nous, des DSI qui refusent le cloud, c'est-à-dire qui expliquent à qui veut l'entendre en interne, y compris à leur direction générale, que le cloud c'est du marketing et que c'est pas la bonne solution, parce qu'ils veulent garder en interne le pouvoir, la décision, les compétences. Il n'y en a plus Mais beaucoup on comme ça. ouais, on en a vu, on en voit. Non, si, moi je peux vous dire qu'on en La voit dernière encore. fois, c'était il y a 3 ans, moi. On en voit encore malheureusement, et ceux-là, ils se mettent à risque à tous les niveaux. Et alors pour finir, donc on a parlé de la position de la France en début d'émission et donc je me retourne vers vous Didier, l'étude que vous avez menée. Les entreprises françaises, elles aiment le cloud hybride? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on mène ce genre d'enquête dans tous les pays en Europe, et je parle de l'Europe, j'ai regardé sur l'Europe de l'Ouest. Il y a encore un an, on était milieu de paquet, on commençait à regarder, etc. Et aujourd'hui, on est plutôt, avec le coup d'accélération qu'il y a eu là cette année, on est plutôt dans le peloton de tête, ce qui est plutôt réjouissant. Alors, juste, je vous dis, dans les entreprises de plus de 1000 salariés, je pense que si on intègre les toutes petites, les TPE dedans, peut-être qu'on va pas être aussi bon. Mais donc, il y a une dynamique tout à fait positive en France qui est absolument réjouissant, et ce qui est lié d'ailleurs on a une autre enquête aussi sur les initiatives numériques. Et les initiatives numériques se sont accélérées effectivement aussi dans les entreprises françaises ces derniers temps-là. Voilà. Merci beaucoup messieurs. Merci. Et je vous propose maintenant d'accueillir Raphaël Nicou, qui va nous présenter Aquaray dans le pitch de la semaine. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.